Oui, en effet, ce qu'on redécouvre avec cette crise, c'est ce qui a fait la France contemporaine, c'est le binôme maire-préfet. Et ça, c'est le maire, l'héritage donc révolutionnaire, et le préfet, l'héritage napoléonien. On redécouvre un peu ce binôme qui fonctionne, qui effectivement ne date pas de la Révolution française, qui avait des équivalents plus anciens sous l'Ancien Régime. Et donc, effectivement, on retrouve ce que c'est qu'un État stratège, un État fort, un État régalien qui fonctionne. Et ce binôme-là, maire-préfet, c'est le binôme qui gère bien les crises. On l'a vu lors de la crise sanitaire, également lors de la Covid. C'est plutôt ce binôme-là qui a tendance à mieux gérer que ce qu'on peut rappeler la bureaucratie ou la technostructure. Quelque chose qui me marque un petit peu, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup dans ce qui fonctionne des services de pompiers, donc des hommes sur le terrain, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les militaires également, les agriculteurs, les personnes, les bénévoles, les Français en règle générale. On parle des préfets, on parle des élus locaux, mais on ne parle pas, par exemple, de l'ADEME, de l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie. On ne parle pas de toutes ces agences qui gèrent de façon indirecte la politique environnementale de notre pays. Donc ça démontre bien que ce qui marche dans notre pays, c'est ce binôme maire-préfet plus les Français en règle générale et nos services de force de l'ordre civil et de sécurité, mais pas forcément la technostructure. C'est un des enseignements qu'il faudra avoir pour l'élection présidentielle de 2027, quand on se posera la question, mais où est-ce qu'on veut mettre notre argent ? Oui, en fait, la position de Gabriel Attal, on peut la comprendre par rapport à son logiciel politique, mais en réalité, il y a entre guillemets une forme d'arnaque, puisque c'est toujours le cas avec ceux qui veulent toujours plus d'Europe. À chaque fois que l'Europe est en situation de défaite sur un sujet, ils nous disent la solution, c'est toujours plus d'Europe. Alors que déjà même le dispositif actuel, la politique migratoire est une politique qui est aujourd'hui quasiment communautaire. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Ce sont les pays, ce sont l'Union européenne, donc le Conseil des pays européens et la Commission européenne qui gèrent la politique migratoire via notamment l'espace Schengen. Et force est de constater que c'est une faillite effectivement espagnole, Bernard l'a très bien rappelé. La diplomatie des bons sentiments, ça a toujours donné lieu à un désastre humanitaire. On a exactement ce à quoi malheureusement on s'attendait. Exactement. 2015, c'était déjà le cas avec Angela Merkel. Diplomatie des bons sentiments, même si elle avait un enjeu de marché intérieur avec l'accueil des Syriens et des Afghans. Résultat, désastre sécuritaire et désastre migratoire sur tout le continent européen, et puis des morts aussi. Et pareil sur l'Espagne, annonce de 500 000 régularisations, il y a déjà eu une cinquantaine de morts. À Ceuta. Bon, voilà, donc ça c'est le point. Mais c'est aussi une défaite pour les pays européens. Et je le disais hier, la politique, il y a un vrai contresens au niveau européen. La politique migratoire est une politique communautaire, mais le budget de Frontex, qui est l'agence qui normalement doit défendre les frontières extérieures européennes, est de 1,3% du budget de l'Union européenne. 3 petits milliards d'euros pour défendre nos frontières. Oui, ce qui n'est vraiment rien. C'est même pas le budget de la culture en France, alors qu'on dit que la culture manque d'argent. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir de fond en comble effectivement Schengen, et puis ensuite les moyens que l'on veut allouer, parce que comme l'a dit Bernard très justement, l'ensemble des peuples européens, que ce soit sur la composante droite ou gauche, que ce soit sur la composante Europe du Nord, Europe du Sud, veulent que les pays européens reprennent le contrôle de leur destin, et ça passera par la reprise de contrôle de la politique migratoire. Oui, bien sûr, vous avez raison. En fait, déjà, j'aimerais dire un point quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent et qu'il faut avoir bien en tête, c'est que la crise migratoire, elle n'est pas aujourd'hui, elle est devant nous en réalité. Oui. Elle n'est pas non plus derrière nous, elle est devant nous. C'est-à-dire que les basculements démographiques qu'il y a en Afrique, dans le Moyen-Orient un peu moins, mais en Afrique, sont tellement considérables que la crise migratoire est devant nous. En 1900, il y avait à peu près 100 à 140 millions d'Africains, et à peu près 300 à 400 millions d'Européens. Donc un Africain pour 4 Européens. En 2050, il y aura un Européen pour 4 Africains. 500 millions d'Européens, 2 milliards d'Africains. Et avec les dérèglements climatiques, l'instabilité sécuritaire... Un nombre de réfugiés qui va augmenter. On va avoir une montée. Et d'ailleurs, c'est une arme aujourd'hui en réalité qu'ont les pays qui sont nos voisins, donc le Maroc, l'Algérie, la Libye ou même la Turquie, qui l'ont joué à différentes reprises. L'arme migratoire est une véritable arme géopolitique. Donc ça, c'est quand même le premier point. Donc ça veut dire que l'Europe doit changer de doctrine, parce que les basculements migratoires sont véritablement devant nous. Et donc, effectivement, à partir du moment où on laisse un pays
mettre la zizanie dans l'espace Schengen européen parce qu'il pratique une politique qui n'est pas une politique souhaitée par les autres pays européens, il faut en tirer les conséquences. Monsieur Pedro Sanchez a le droit de faire la politique qu'il veut. Il a été élu par les Espagnols pour cela, mais il n'a pas imposé les conséquences négatives de sa politique aux autres pays européens. C'est pourquoi il faut, si les autres pays européens ne veulent pas avoir cette politique migratoire, mettre l'Espagne au banc des nations européennes, c'est-à-dire non pas l'expulser, parce que vous l'avez dit dans votre reportage, on ne pourra pas l'exclure l'espace Schengen, mais que tous les pays européens remettent des contrôles aux frontières, contrôle inopiné, donc frontières terrestres, Portugal, France, mais également frontières maritimes et aériennes. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, après, il faut s'interroger au niveau européen et donc par pays sur quelles sont les armes de dissuasion dont on a à disposition pour que les gens ne viennent plus en Europe. Il y en a deux, c'est le droit et le modèle social. Aujourd'hui, l'Europe est le seul espace économique où vous pouvez rentrer et vous ne serez jamais expulsé. Vous avez en gros, plus vous avancerez dans le temps et plus vous aurez une chance d'être régularisé. Parfois même, vous aurez la nationalité. C'est quelque chose qui n'existe pas en Australie, qui n'existe pas aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, vous savez que si vous rentrez illégalement, vous ne serez jamais régularisé. Exactement. Et puis, dernier point, c'est le modèle social, comme je le disais, puisqu'on a dans les pays européens, et a fortiori la France, les migrants faisant un benchmark des modèles sociaux. Vous avez un pays qui est très généreux, qui d'ailleurs parfois est plus généreux avec les étrangers qu'avec les nationaux. Ça ne peut pas tenir, et donc il faudra réformer tout cela pour que l'Europe ne soit plus aussi attractive pour les autres, pour les migrants notamment. Oui, en effet, c'est une difficulté qu'ont les pouvoirs publics. Nous, on avait produit un rapport justement sur ce sujet-là. On peut considérer que pour distinguer ce qui relève de parents démissionnaires de ce qui relève de parents débordés, l'indicateur qui pourrait être pertinent, c'est est-ce que les parents se rendent aux convocations des policiers, des juges éventuellement, ou des enseignants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand vous avez par exemple un maire qui prend un arrêté de couvre-feu sur des mineurs de moins de 15 ans, par exemple, qu'un policier interpelle un mineur à 23 heures et que donc forcément il sollicite les parents. Bien, si les parents ne viennent pas, on ne peut pas dire qu'ils sont forcément débordés. À un moment donné... Oui, c'est qu'ils ne veulent pas. C'est que ce n'est pas la priorité. Oui. Voilà. Donc, c'est, me semble-t-il, le bon niveau pour voir un peu qui est parent démissionnaire, de qui est parent défaillant. Pour les parents démissionnaires, effectivement, c'est plutôt de l'accompagnement, c'est de l'éducation, etc. C'est normal. Pour les parents qui sont, pour le coup, des démissionnaires, il faut taper au portefeuille. Il n'y a pas d'autre option. Parce que certains maires taper au portefeuille, ça signifie, les aides sociales, voilà, notamment celles qui sont non contributives. On ne vit pas au crochet, entre guillemets, de la société en infligeant une nouvelle peine à la société ou un nouveau coût à la société, quel coût de la délinquance. Deuxième point, la question du logement social. Je sais que David Lisnard, mais d'autres élus en parlent. À un moment donné, les familles qui comportent beaucoup de délinquants, pas forcément qu'un seul, mais beaucoup de délinquants, ça suffit. La solidarité nationale, à un moment donné, doit se faire pour ceux qui le méritent. Voilà. Alors, entre les écologistes, par exemple, le Rassemblement national et LR au milieu, tout le monde va y aller de son projet. Bon courage pour les méga-bassines ou ce genre de choses. Non, mais en fait, il y a un point qui soulève sur le fond, qui est très intéressant. Et je rejoins du coup un peu l'analyse de Bernard sur la comparaison entre Jordan Bardella et Gabriel Attal en termes de profil. Au-delà même de l'âge, pour moi, les deux profils, les marqueurs qu'ils ont essayé de placer dans le débat public, c'est vaincre l'impuissance publique. Jordan Bardella de façon un peu supposée, puisqu'il n'a pas participé à un gouvernement, mais il a la volonté, en tout cas quand les Français soutiennent Jordan Bardella, c'est dans l'idée de se dire c'est quelqu'un qui va changer les choses. Oui. Gabriel Attal, on peut ne pas aimer ou pas, mais dans le fond, à chaque fois qu'il a été en responsabilité, dans un ministère, il a en tout cas eu cette volonté de vouloir rompre avec l'impuissance publique, en avoir pour ses impôts, l'éducation nationale avec la Baïa, etc., etc. Donc au moins, ça c'est au niveau des marqueurs. Mais sur le sujet qu'il soulève, le procès qui est à faire, et là où pour le coup le macronisme porte aussi une responsabilité, parce qu'il y avait déjà en 2017 cette volonté que l'État aille plus vite. Le président de la République avait lancé le chantier Action publique 2022, simplifier toutes les démarches administratives, etc. Une partie a été réalisée, une autre partie ne l'a pas été faite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un État qui, malheureusement, n'a jamais été aussi tentaculaire. Quand vous prenez le budget administratif, on voit le budget de la bureaucratie, les dépenses de fonctionnement sur la bureaucratie uniquement,
par ministère, c'est à peu près en moyenne, c'est ce que dit Benjamin Morel, entre 20 et 25% par ministère. Exemple, nous avons travaillé sur la question de l'hôpital. À l'hôpital, 30% des dépenses d'un hôpital en moyenne, c'est des dépenses qui sont dans la bureaucratie, alors qu'en Allemagne, c'est 15%. Donc, effectivement, il faudra alléger le mammouth, entre guillemets, et puis, effectivement, imposer à l'administration de répondre rapidement sur la justice. Avec, par exemple, on a parlé de la violence contre les enfants, il faudra répondre rapidement. Sur les projets de mégabassines, vous en avez parlé, il faudra répondre rapidement. Et là, sur l'éducation nationale, on se souvient aussi des questions de harcèlement, il faudra répondre rapidement. Mais est-ce que Gabriel Attal, ensuite, après, peut réaliser cela ? On peut en douter vu le bilan des 10 années qui se sont passées. Parce que sur beaucoup de sujets qui sont liés aux questions régaliennes, les constats sont faits par les Français, mais les constats ne sont peut-être pas faits par toute la classe politique. Et pendant des années, il y a eu une forme de déni au niveau des responsables politiques. D'ailleurs, ça explique aussi en partie pourquoi seulement 16% des Français font confiance dans la classe politique aujourd'hui et que c'est l'institution qui a la cote de défiance la plus importante de toutes les institutions françaises. Donc, parce qu'ils ils ont fait preuve de déni, alors effectivement, ils n'étaient pas en capacité de pouvoir apporter les bonnes réponses. Vous parlez des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, c'est un fait, parce que le narcotrafic, pendant très longtemps, beaucoup d'élus n'ont pas voulu le voir, en fait. Ou se sont arrangés avec, d'ailleurs. Et effectivement, et c'est là où, en plus, c'est pour ça que la proposition de Gabriel Attal donnait plus de pouvoir aux maires. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément toujours une bonne chose, parce que beaucoup sont en première ligne face au narcotrafic. Donc ça, c'est le point. Et puis ensuite, après, par exemple, sur les prisons, les étrangers dans les prisons, Gérald Darmanin a soulevé un tabou qui était le tabou dans le tabou. C'était une partie de la surpopulation carcérale est liée aux étrangers dans nos prisons.